Jouyin, une femme officier de cybercriminalité, s'est infiltrée en tant que streamer provocateur, s'immergeant elle-même au rythme de la chanson de plus de 2 minutes du rappeur Pfo. Sa mission était d'infiltrer et d'enquêter sur une opération illégale déguisée en plataforma de divertissement. Elle s'est activement engagée avec le public en direct pendant le streaming. Pendant ce temps, Muchan, l'enquêteur principal de la ville, regardait la diffusion en direct. Il a commenté, posant des questions sur sa tenue. Jouyin a facilement révélé non seulement le prix, mais aussi l'adresse du magasin, commodément situé sous le bâtiment même où elle diffusait. Muchan, après avoir reçu cette information, a immédiatement envoyé une équipe de soutien sur place. Le chef de gang, de plus en plus irrité par la danse raide et le refus de Jouyin. Pour enlever ses vêtements pour les téléspectateurs, il a décidé de la confronter. Juste au moment où il était sur le point de lui donner une leçon, Muchan est arrivé. À lui seul et sans transpirer, il a abattu toute la bande. Simultanément, Jouyin libéra les jeunes femmes retenues captives à l'intérieur. Elle a appelé un collègue pour tenter de lui donner accès à une adresse IP qu'elle venait d'obtenir. Après avoir neutralisé les voyous, Muchan entra dans la salle de contrôle, laissant derrière lui une photo d'eux. Une jeune femme avec plusieurs mèches de cheveux, une scène que Jouyin a capturée en vidéo. Le chef de bande, caché dans une armoire, s'enfuit, mais fut appréhendé par l'arrivée. Équipe d'assistance. À l'extérieur, Jouyin a de nouveau essayé de contacter son collègue au sujet de l'adresse IP, mais il a impossible d'y accéder en raison d'autorisations insuffisantes. Muchan s'est approché, a attrapé son téléphone et a supprimé la vidéo qu'elle avait enregistrée. Le froid et calculateur Muchan avait l'intention de fabriquer des preuves pour obtenir des aveux rapides. Jouyin l'a poursuivi, exigeant son téléphone, mais il l'a ignoré. De retour au poste, le chef du gang a refusé d'avouer, arguant qu'il ne faisait qu'aider. Les filles réalisent leurs rêves et méritent des éloges. Il a même accusé Muchan d'entrée illégale sans mandat. Muchan a ensuite présenté une photo d'une fille nommée Kang et posant des questions à son sujet. 3 mois auparavant, elle était l'une de ses interprètes vedettes. Le chef de gang a feint l'ignorance, affirmant qu'il ne se souvenait pas de toutes les filles qui étaient venues. Et il est parti. Muchan l'informa que Kang était mort 4 jours plus tôt, son dernier appel téléphonique. Sa famille a fait depuis son bureau. Son ADN y a également été retrouvé. Le chef de gang a continué à nier toute implication, insistant sur le fait qu'elle n'avait jamais été à l'intérieur. N'ayant pas d'autre choix, Muchan a eu recours à une mesure drastique. Il a désactivé les caméras et s'est délibérément cogné la tête contre la table, accusant le chef de gang d'agression contre un policier. Bouleversé, le chef de gang finit par avouer. Plus tard, l'indignation publique a éclaté à la suite de la peine clémente d'un autre criminel, GICHUL, qui n'avait été condamné qu'à 1 an de prison pour avoir distribué des vidéos d'exploitation d'enfants. Seokju s'est joint aux manifestations alors que les gens critiquaient avec colère le système judiciaire. Pendant ce temps, GICHUL restait arrogant et provocateur. Muchan l'a escorté au milieu d'une mer de manifestants en colère qui ont lancé des insultes et même coups physiques sur le criminel condamné. Avant d'entrer dans le véhicule, GICHUL s'est retourné pour narguer tout le monde. Muchan, provoqué, l'a libéré dans la foule, qui a immédiatement livré sa propre marque. De la justice. La police n'a pas tenté d'intervenir. Même après son départ, GICHUL est resté suffisant, suggérant que Muchan devrait travailler pour lui. Furieux, Muchan a ramassé une pierre et l'a lancée sur l'emblème de la voiture de GICHUL. Réalisant qu'il avait appuyé sur les mauvais boutons, GICHUL a ordonné à ses hommes de fuir. L'attention de Muchan a ensuite été attirée par la femme étrangère qui accompagnait GICHUL. Elle s'est avérée être sa femme, bien qu'il ait traité avec un mépris total. Ce soir-là, Joumin, la sœur cadette de Jouyin, regardait les informations sur le affaire de distribution de vidéos sexuelles. Jouyin l'arrêta, ne voulant pas que sa sœur regarde un contenu aussi dérangeant. Pendant ce temps, le GICHUL, récemment libéré, poursuivait ses activités illicites. Son groupe retenait des enfants orphelins captifs pour filmer des vidéos d'exploitation, estimant que l'absence de parents minimiserait les complications potentielles. Il prévoyait également d'éliminer sa femme étrangère, la jugeant inutile et voulant éviter les répercussions futures. Simultanément, Muchan rencontra secrètement la femme de GICHUL. Sachant qu'il y avait d'autres vidéos d'autres victimes, il l'a exhorté à récupérer les disques durs. Des preuves,
promettant sa sécurité et une vie stable en Corée. Il était conscient des abus brutaux de GICHUL et voyait cela comme sa seule échappatoire. Rester silencieuse la rendrait complice. Moo-chan est parti alors que GICHUL revenait, mais l'a vu continuer à abuser de sa femme. Incapable d'ignorer cela, Moo-chan a brisé une caméra de sécurité et est intervenu, donnant CHUL une raclée complète. GICHUL ne pouvait que crier de douleur. Quelques jours plus tard, une notification à l'échelle de la ville annonça un vote public sur l'exécution de GICHUL. Toute personne de plus de 18 ans disposant d'un téléphone pourrait participer au sondage d'1 heure. Une approbation de plus de 50 serait considérée comme un vote oui. La plupart des gens l'ont traité comme un exercice d'indignation en ligne, inconscient des conséquences potentielles. GICHUL, également informé, est resté indifférent, croyant que quelqu'un essayait de saboter son affaire. Il a même encouragé les gens à voter pour son exécution, apparemment provocateur, inconscient de sa perte imminente. Cette nuit-là, un homme masqué a enlevé GICHUL, lui montrant les résultats du sondage, à 84 en faveur de sa mort. La panique s'est installée lorsque GICHUL a plaidé pour sa vie, mais en vain. Le lendemain matin, la police a trouvé son corps entouré d'argent, d'autres dans sa bouche. Moo-chan s'est rendu compte que le vote n'était pas un simple jeu. Il a ordonné une enquête. Mais la scène de crime n'a révélé aucune trace, aucune empreinte digitale, aucune empreinte, rien. Peu de temps après, tout le monde a reçu une vidéo de l'homme masqué revendiquant la responsabilité. Pour preuve, il a montré des images de la torture de GICHUL, détaillant pourquoi il méritait de mourir. Il a révélé que GICHUL n'avait pas seulement gagné 400 millions de wons grâce à des vidéos d'exploitation d'enfants, mais 2 milliards, pourtant n'ont servi qu'1 an et demi. Un repentant, GICHUL avait même avoué d'autres vidéos inconnues. L'homme masqué déclara que la loi était imparfaite, permettant aux coupables de vivre parmi eux. Il allait donc faire justice lui-même, en organisant des votes d'exécution le 15 et le 30. Chaque mois, donner au public les moyens de créer un monde meilleur. Le chef de la police a immédiatement formé une force d'intervention spéciale pour appréhender l'homme masqué, mais personne ne s'est porté volontaire pour cette mission dangereuse. Le chef chargea alors Moo-chan, qui accepta à une condition, de rejoindre le quartier général. Équipe d'enquête s'il a attrapé l'homme masqué. Ce jour-là, Joo-in rencontra Moo-chan pour discuter du vote sur la peine de mort. Elle a prétendu connaître l'identité du coupable derrière le masque. Joo-in a montré à Moo-chan une vidéo que son équipe de cybersécurité avait obtenue. Elle l'avait découvert avant le vote sur la peine de mort. Les deux vidéos avaient une chose en commun. Le personnage masqué mentionnait des diables innocents de 8 ans. Il y a eu un cas où le père d'une victime avait tué le meurtrier de sa fille après que sa fille ait libéré. Joo-in soupçonnait que le père de cette affaire était le personnage masqué, et Moo-chan avait. J'ai été le détective en charge de cette affaire. L'expression diable coupable est probablement une erreur de traduction dans le texte original, signifiant diables innocents. Avait également été mentionné par le père lors du procès final. Cependant, Moo-chan a trouvé cela absurde, car M-seok purgeait actuellement une peine de prison. Il n'avait reçu ni visiteur ni courrier, ce qui l'empêchait d'être en arrière. Le vote sur la peine de mort. Le lendemain matin, Moo-chan visita la prison pour voir M-seok, toujours troublé par Joo. Les mots de Yin. Mais Seok refusa de le voir. Moo-chan s'est renseigné auprès du gardien de prison et a appris que personne n'avait rendu visite à Seok, et il avait refusé de voir qui que ce soit. Entre-temps, Joo-in a été transférée à l'unité des enquêtes spéciales. Elle était ravie, après des années de tâches subalternes dans le domaine de la cybersécurité. Sa proche collègue, Jio-dan, est venue la saluer. Il remarqua que Joo-in semblait plus radieux que d'habitude. Ce jour-là, Moo-chan a rencontré le chauffeur de taxi qui avait conduit GICHUL cette nuit-là. Le conducteur avait été appelé en remplacement de GICHUL, qui était en état d'ébriété. Il a conduit GICHUL jusqu'à l'endroit où sa voiture était garée. Par la suite, le conducteur a reçu un message d'une personne anonyme qui l'a dirigé vers son tarif restant sur le siège passager. Il partit alors, n'en sachant plus rien. Il ne savait pas qui avait envoyé le message et a donné le numéro à Moo-chan. Moo-chan a immédiatement demandé à son équipe de vérifier le taxi. Peu de temps après, la voiture a été retrouvée dans une casse, presque écrasée, et sa dashcam probablement inutilisable. Bien qu'il soit en prison, M-seok jouissait de certains privilèges. Tous les détenus, y compris le directeur,
le respectait. Seok Ju était considéré comme un professeur de droit, possédant des connaissances juridiques approfondies. Il a aidé le directeur à finaliser sa procédure de divorce pour éviter les paiements de pensions alimentaires. Plus tard, Mu-chan apprit que Ju Yin interrogeait d'autres détenus, leur demandant s'ils reconnaissaient le expression diable coupable à nouveau, signifiant probablement diables innocents. Intriguée, Mu-chan décida de rencontrer Ju Yin. Elle voulait l'interroger sur le vote de la peine de mort, mentionnant l'expression diable coupable. Utilisée par la figure masquée, la même phrase que Seok Ju avait utilisée auparavant. Elle soupçonnait le coupable d'être lié à Seok Ju, mais il a nié toute implication ou connaissance de la personne derrière le masque. Il lui a conseillé de se tourner vers les victimes si vous ne trouvez pas l'auteur de l'infraction. Il a annoncé son prochain crime, il a déjà choisi sa cible. Il semblait que Seok Ju savait qui serait la prochaine victime, mais il a refusé de répondre à celle de Ju Yin. Question. Seok Ju a immédiatement contacté Mu-chan, qui attendait à l'extérieur. Il croyait que Seok Ju n'était pas directement impliqué, mais que le coupable était proche de lui, et il devait faire pression sur lui pour qu'il révèle leur identité. Ailleurs, une femme, une épouse cruelle, préparait un repas pour son mari, en le liant de poison. Par la suite, elle a emmené les 2 enfants de son mari à l'école. Alors qu'elle attendait à un feu rouge, elle a essayé sans cœur de les pousser dans la circulation venant en sens inverse. Lorsque cela a échoué, elle a feint de s'inquiéter, mais elle les a entraînés dans une ruelle pour les réprimander. Alors qu'elle s'apprêtait à les frapper, un mystérieux personnage l'a kidnappée. La silhouette n'était autre que l'individu masqué. Comme je l'ai déjà dit, le vote sur la peine de mort aura lieu ce soir. Certaines personnes l'attendent comme elles attendent les résultats de la loterie. Cette fois, c'est le tour d'une femme de 35 ans nommée Ji-young. Elle a tué de nombreuses personnes pour des prestations d'assurance, mais a été libérée en raison du manque de preuves. Elle a assassiné 3 maris et reçu de l'argent de l'assurance d'une valeur de plusieurs milliards d'euros. Ji-young a été condamnée à la prison à vie pour avoir tué son 3e mari. Mais elle a été acquittée parce que l'acte intentionnel n'a pas été prouvé. Cependant, ce qui rend Ji-young vraiment digne de la mort, c'est qu'elle s'est remariée, et cette fois, a intentionnellement blessé les enfants de son mari pour percevoir l'argent de l'assurance. Maintenant, elle complotait également pour tuer son 4e mari. Une telle personne mérite-t-elle de vivre? Cette fois, le vote, comme d'habitude, durera 1 heure, et il décidera pour tout le monde. Ji-young, de la police, a également confirmé plus tard l'identité de la victime. Mais quand ils sont arrivés à la maison, elle était introuvable. Tout le monde s'est séparé pour la chercher, car le téléphone de Ji-young était situé dans cette zone. Après un certain temps de recherche, ils l'ont trouvée sur le parking. La police n'a pas pu la secourir alors que la voiture était équipée d'un engin explosif. Mu-chan a envoyé à Ju Yin une photo de la bombe afin qu'elle puisse trouver un moyen de la désamorcer. Parce qu'il ne restait plus beaucoup de temps, alors Mu-chan ne pouvait pas attendre plus longtemps. Il voulait sortir la voiture de ce quartier résidentiel. Ju Yin se souvint alors qu'il y avait un lycée à proximité. La cour d'école était spacieuse et éloignée des zones résidentielles ou des centres commerciaux. Après cela, Mu-chan voulait que Ju Yin y aille pour l'aider. Mu-chan s'est assis dans la voiture avec Ji-young. Il voulait qu'elle se rende immédiatement dans la cour d'école. Comme la vidéo s'est avérée, la bombe n'était pas connectée à l'accélérateur, elle pouvait donc être conduite normalement. De l'autre côté, le lycée était encore plein d'étudiants et discutait de la peine de mort. Peu de temps après, l'école a annoncé que tous les élèves quitteraient l'école immédiatement. La police est également arrivée pour faire sortir rapidement les étudiants. Au même moment, Mu-chan et Ji-young sont arrivés au centre de la cour d'école. Il a demandé à tout le monde de ne pas s'approcher de la voiture et de se préparer à l'explosion. Mu-chan refusait de sortir de la voiture et y restait. Tout le monde ne comprenait pas pourquoi il voulait se précipiter vers la mort. Peu de temps après, Mu-chan a contacté l'homme masqué. Il a promis de traduire à nouveau Ji-young en justice si elle était coupable comme il a dit. Mais il ne le pensait pas. Ensuite, Mu-chan a dit qu'il ne quitterait pas la voiture et que s'il mourait ici, l'opinion publique condamnerait fermement l'homme masqué. Ju Yin ne comprenait pas non plus ce que Mu-chan voulait faire. Elle s'y est précipitée mais n'a pas pu arriver à temps. La voiture a explosé sous la panique de tout le monde. Ju Yin s'est effondrée quand elle a vu ces images. De ce côté, sa sœur cadette Ju Minute avait peur que Ju Yin soit également dans un accident. Elle a donc couru sur les lieux pour vérifier. Mais la police l'a arrêtée. Après cela, Ju Minute avait l'intention de trouver un endroit plus élevé pour voir la situation. À ce moment-là,
Elle entendit son professeur faire une transaction avec les garçons. Il voulait acheter les photos de l'explosion que les garçons avaient prises. Ju Minute a également profité de l'occasion pour prendre des photos de la transaction. Le lendemain matin, quand Ju-Yin rentra chez elle, elle vit sa jeune sœur endormie sur le canopy. La chaîne de télévision couvrait l'explosion hier soir. La fille Ji-Young dans la voiture était morte. Et quant à Mu-chan, il était dans un état critique et luttait pour sa vie. À ce moment-là, Ju Minute s'est réveillée et a immédiatement réprimandé sa sœur pour ne pas avoir répondu à ses appels. La veille, profondément inquiète pour Ju-Yin, elle lui a demandé à plusieurs reprises si elle allait bien. Ju-Yin a exhorté sa sœur à reconsidérer son point de vue sur la silhouette masquée connue sous le nom de Guido. Il n'était pas un héros comme tout le monde le croyait, mais un criminel capable d'assassiner des policiers. Sans hésitation. Pendant ce temps, à l'hôpital, Mu-chan était indemne. Après l'explosion initiale qui l'a blessé, il s'était rapidement échappé du véhicule. Il a essayé de sauver Ji-Young, mais n'a pas pu. Heureusement, Ju-Yin est arrivé juste à temps pour l'éloigner avant l'explosion plus importante. Déguisé en médecin, Ju-Yin s'est glissé devant la police et est entré dans la chambre de Mu-chan. Elle fit irruption, le faisant sursauter, puis verrouilla la porte. Elle l'a confronté au fait qu'il avait trompé la nation, mais il a soutenu qu'il s'agissait d'une manipulation psychologique. Se présentant comme une victime pour faire basculer l'opinion publique contre Guido. Il s'agissait d'une étape cruciale pour mettre fin à l'initiative de Guido sur la peine de mort. Ju-Yin a répliqué, affirmant que si la police ne pouvait pas opérer dans le cadre de la loi, l'ensemble de le système serait compromis. Ce soir-là, Ju-Min a secrètement copié la vidéo de l'homme masqué sur l'ordinateur de Ju-Yin. Avec un ami, elle a commencé à enquêter, remarquant ce qui ressemblait à une sirène de camion de pompiers. Dans la vidéo. Juste à ce moment-là, Ju-Yin entra, les surprenant tous les deux. Elle a réprimandé sa sœur cadette, une étudiante, pour s'être impliquée. Cependant, ils ont rapidement uni leurs forces pour analyser la vidéo, confirmant la sirène et le clignotement. Lumière d'un camion de pompiers. L'ami de Ju-Min a suggéré qu'il pourrait s'agir d'une maison à 2 étages. Ju-Yin a immédiatement recherché des incendies au cours des 6 derniers mois, trouvant 3 endroits. Elle s'est alors souvenue que la maison de Seok-Ju se trouvait près de l'un des sites de l'incendie. Tous les 3 sites sont immédiatement rendus. Ju-Yin a appelé Mu-chan en renfort, mais il n'a pas répondu. Elle lui a envoyé un texto pour lui dire qu'elle entrerait seule, laissant les deux dehors. Elle entra dans la maison sombre et poussiéreuse, apparemment inoccupée depuis l'emprisonnement de Seok-Ju. Mu-chan a finalement vu le message de Ju-Yin et a changé de vêtements pour la rejoindre. À l'intérieur, Ju-Yin a trouvé les mots 13e fois griffonnés de manière incorrecte sur un mur, ainsi que dossier sur la mort de la fille de Seok-Ju. Soudain, une silhouette masquée l'a attaquée. Dehors, les deux ont attendu, se demandant pourquoi elle n'était pas sortie après plus de 20 minutes. Ju Minute voulait la vérifier, mais son ami l'a arrêtée. Juste à ce moment-là, Mu-chan est arrivé. Ju Minute a été surpris qu'il ait l'air différent de ce qu'il apparaissait à la télévision. Mu-chan a appelé Ju-Yin, mais elle n'a pas répondu. Il escalada immédiatement la porte. À l'intérieur, il trouva Ju-Yin inconscient sur le sol. Soulagé qu'elle soit en vie, il vit une silhouette s'enfuir et se lança à sa poursuite. Il a attaqué, mais ses blessures l'ont gêné. Craignant d'être exposé, l'agresseur s'est échappé. Ju Minute a essayé de l'arrêter mais a échoué. Le lendemain matin, Mu-chan et Ju-Yin rendirent visite à Seok-Ju en prison. Elle a expliqué que Guido avait utilisé sa maison comme cachette, recueillant des informations sur sa famille. Seok-Ju, cependant, s'est concentré sur une image délavée d'un lapin, le jouet bien-aimé de sa fille. Mu-chan posa des questions sur Guido et le vote sur la peine de mort, mais Seok-Ju resta silencieux. Ju-Yin demanda à propos de l'écriture sur le mur. Seok-Ju a expliqué que sa fille avait été poignardée 22 fois et qu'il avait fait la même chose au meurtrier. Mais au 13e coup de couteau, il a raté. Cette marque, différente des coups de couteau plus élevés, était la sienne. Seok-Ju remarqua que son 13e coup de couteau était un raté, et que quelqu'un devait être profondément investi dans le cas de le remarquer. Lorsque Ju-Yin le pressa de se rappeler tous ceux qui auraient pu être des amis aussi observateurs. La réponse de la famille ou des admirateurs Seok-Ju l'a stupéfaite, Mu-chan. Ils avaient été proches, Mu-chan exprimant son admiration pour Seok-Ju et ses connaissances. Du cas du diable innocent. Seok-Ju a averti Ju-Yin de ne pas faire confiance à Mu-chan, qu'il a interrompu, le qualifiant d'absurdité.
Seok Ju refusa d'élaborer, partant malgré les tentatives de Ju-Yin pour l'arrêter. Au salon funéraire de GICHUL, sa femme étrangère s'est préparée à envoyer des vidéos à Mu-chan lorsqu'un homme masqué est entré, l'étranglant à mort. Ju-Yin a continué à interroger Mu-chan sur son lien avec Seok Ju, mais il a esquivé ses enquêtes. À ce moment-là, Guido a publié une nouvelle vidéo, mettant en évidence l'officier blessé dans l'explosion, et des images révélatrices de Mu-chan indemne. Cela choqua à la fois Mu-chan et Ju-Yin. À l'extérieur, les journalistes se sont pressés, confrontant Mu-chan sur le fait de tromper le public. L'image de la police coréenne diffusant de fausses informations est devenue virale, changeant l'opinion publique. De retour en faveur de Guido, Mu-chan a expliqué à la presse qu'il avait feint ses blessures dans son empressement à attraper le coupable et s'est excusé, mais a maintenu qu'il le ferait à nouveau. Il a soutenu que Guido manipulait le public pour le rendre complice par le biais de la peine de mort. Voté. Submergé par les questions incessantes des journalistes, Mu-chan a été secouru par Ju-Yin, qui a pris lui chez elle. L'apparition soudaine de la douleur, fraîchement sortie de la douche, les fit tous sursauter. Une dispute s'en est suivie, Mu-chan critiquant Ju-Yin, une étudiante, pour s'être impliquée dans l'enquête et la mise en cause du jeune homme qui l'accompagnait pour l'évasion du coupable. Ju-Yin a défendu leurs actions, expliquant comment elles l'ont conduite à la cachette de Guido. Mu-chan leur demanda s'ils se souvenaient de quelque chose de l'attaquant. Ju-Minute a mentionné une odeur de poudre à canon, ce qui a conduit Mu-chan à soupçonner que l'attaquant était derrière l'attentat à la voiture piégée et peut-être Guido lui-même. Ju-Min, cependant, soutenait toujours Guido, estimant que beaucoup méritaient la peine de mort, citant son « l'expérience de l'injustice de ma propre famille ». En voyant un portrait des parents de Ju-Yin, Mu-chan sembla comprendre quelque chose. Plus tard, Mu-chan a parlé à Ju-Yin de sa relation avec Seok Ju 8 ans auparavant. Ils avaient été proches, comme des frères. Mu-chan s'était occupé du cas de la fille de Seok Ju, qui avait été poignardée des dizaines de fois. Seok Ju était dévasté, ses cris résonnant dans la mémoire de Mu-chan. L'auteur de l'infraction, un mineur ayant des antécédents de violences sexuelles et de déficience intellectuelle, a été appréhendé. Il travaillait pour un membre de l'Assemblée nationale, suggérant une source de soutien juridique. Malgré ses aveux, l'auteur a été acquitté en raison de preuves insuffisantes, laissant les deux, Mu-chan et Seok Ju indignés. Seok Ju éclata d'un rire maniaque, perdant confiance dans le système juridique coréen. Cette nuit-là, il a assassiné l'auteur du crime. Mu-chan a essayé d'intervenir, mais il était trop tard. Il a supposé que le ressentiment ultérieur de Seok Ju provenait de la libération de l'auteur. Ju-Yin n'était pas d'accord, affirmant qu'en tant qu'enquêteur, il ne pouvait pas porter de jugement. Juste à ce moment-là, la nouvelle est arrivée d'un autre meurtre, celui de la femme de GICHUL. Mu-chan s'est précipité vers l'équipe médico-légale, qui a déterminé qu'elle avait été étranglée. Des ecchymoses sur ses épaules suggéraient que l'agresseur, probablement un homme d'environ 1,8 mètres, avait. Il lui a marché dessus pour l'utiliser. Mu-chan a exclu le Jet-Do, croyant que la silhouette qu'il avait rencontrée chez Seok Ju était plus musclée et habile au combat. Le directeur de la prison de Seok Ju a contacté Mu-chan, présentant une lettre envoyée à Seok. Yo. Parmi le courrier des fans, une personne a envoyé des lettres mensuelles. Le directeur offrit une pile de ces lettres en échange de 100 millions de wons. Mu-chan a simplement souri et l'a arrêté pour possession illégale de la correspondance d'une autre personne. Confisquer les lettres comme preuve. De retour à la gare, Mu-chan demanda à Ju-Yin d'examiner les adresses de retour des lettres. Ils provenaient de divers endroits à travers le pays. Ju-Yin soupçonnait le fan numéro 1 de Seok Ju d'être Jet-Do, car le contenu reflétait sa rhétorique. Cependant, une section manquait à chaque lettre, ce qui les a incités à se demander où Seok Ju avait. Je l'ai caché. Le lendemain matin, Mu-chan et Ju-Yin rendirent visite à Seok Ju. Ju-Yin l'a interrogé directement, tandis que Mu-chan l'a observé via la caméra. Elle a présenté les lettres, auxquelles Seok Ju a allégué une violation de la vie privée punissable par emprisonnement. Ju-Yin a répliqué qu'elle les avait trouvées à la poubelle. Les lettres, signées par Jet-Do A, fan numéro 1, détaillaient les meurtres et la peine de mort. Voté pour les victimes, mais avec des pages manquantes contenant probablement des informations sur la prochaine victime. Seok Ju l'a confirmé, mais a révélé qu'il avait mémorisé les sections manquantes avant de tirer la chasse d'eau. Forçant la police à négocier avec lui.
Il a accepté de coopérer pour identifier le cerveau derrière les votes sur la peine de mort. En échange de sa libération, sous haute surveillance policière, il a été relâché dans une pièce fortement surveillée. J.O.Dan a découvert des informations cruciales sur le téléphone de la femme de G.I.C.H.U.L. À l'aide de Google Translate, elle avait rédigé un message coréen à Mu-chan, révélant qu'elle était menacée par un colis livré le jour de la mort de son mari. En vérifiant les images de sécurité de la maison de G.I.C.H.U.L., Mu-chan a vu une silhouette masquée ressemblant à un de la maison de Seok-ju. Il a ordonné une recherche de livreurs, en se concentrant sur ceux qui avaient des liens avec le vote sur la peine de mort. À l'approche du prochain vote sur la peine de mort, l'équipe s'est efforcée d'identifier le potentiel victime. Les enquêteurs ont contacté des personnes à haut risque, les avertissant d'être prudentes. Pendant ce temps, Ju-Yin et Seok-ju ont réduit le nombre de suspects potentiels liés à Seok. Ju d'il y a 8 ans, collègue, voisin, ami et camarade de classe. Ju-Yin présenta le cas de la femme de G.I.C.H.U.L., une anomalie apparemment sans rapport avec le tech de cours. Ils ont passé au crible les suspects potentiels jusqu'à la tombée de la nuit. Ju-Yin s'enquit des parents de Woo-taek. Seok-ju a expliqué qu'ils étaient chauffeurs et femmes de ménage pour ses voisins, partageant souvent manger avec lui, avoir pitié de sa monoparentalité. Ils ont même conduit sa fille à l'école quand elle était en retard. Les familles étaient très proches, ce qui rendait le crime de leur fils encore plus choquant. Leur employeur était une nouvelle membre du congrès nommée Ji-young. Son fils cadet, Yoon Seong, était souvent accompagné de Woo-taek, qui portait son sac. Yoon Seong, se souvient Seok-ju, avait l'habitude de regarder intensément sa fille. D'un côté, le G.I.D.O. a initié le 3e vote sur la peine de mort. Cette fois, il n'a pas révélé l'identité de la victime, se contentant de révéler son alias, Capitaine. Oh. Cet individu a été accusé d'agressions sexuelles répétées alors qu'il servait dans l'armée, ce qui a entraîné au suicide du sous-lieutenant Lim et à la dévastation de sa famille. Après avoir reçu cette information, la police a commencé à rechercher des personnes portant le nom de famille. Oh. Ils ont identifié 5 suspects, dont 2 étaient injoignables. Juste à ce moment-là, un homme a appelé le poste de police. Il s'est identifié comme Ogumi et a prétendu être la cible du vote sur la peine de mort. Son raisonnement découlait d'un colis livré contenant une photo de lui avec le sous-lieutenant Lim. Après avoir reçu cette information, Motran et son équipe se sont immédiatement mis à sa recherche. Il a demandé à Ju-Yin de libérer Seok-ju pour agir en tant que traqueur et se diriger vers l'église. Pendant ce temps, Mu-chan se rendait à l'église où Ogumi cherchait refuge. À ce moment-là, il a reçu un autre appel, cette fois de l'hôpital. L'appelant, le docteur Oh-young-ho a avoué être le capitaine Oh qui avait servi dans le militaire. Il a raconté les crimes qu'il a commis contre le sous-lieutenant Lim. Après une courte conversation, Oh-jeune-ho s'est soudainement tu. Sentant que quelque chose n'allait pas, Mu-chan a fait demi-tour et s'est dirigé vers l'hôpital. Oh-jeune-ho avait mentionné. Simultanément, Ju-Yin et Seok-ju ont également été redirigés vers l'hôpital. Ju-Yin portait un masque pour éviter d'être reconnu. Elle s'est enquis de l'endroit où se trouvait le docteur Oh-young-ho, mais personne ne savait où il se trouvait. Elle localisa alors sa chambre et frappa en criant « Oh-jeune-ho ». Jae-hoon, un jeune garçon à l'intérieur, s'est déplacé pour ouvrir la porte, mais Oh-jeune-ho l'a frappé. Toujours méfiant, Oh-jeune-ho a exigé de voir l'identification de Ju-Yin. Elle a présenté son insigne de police, mais il n'a pas été convaincu. Oh-jeune-ho a insisté pour vérifier les papiers d'identité de tout le monde à l'extérieur. Se conformant à sa demande, elle s'exécuta. Juste à ce moment-là, le vote sur la peine de mort s'est terminé, atteignant 72 d'approbation. Ji-do a révélé l'identité de Oh-young-ho au public. Il s'est avéré qu'il avait bénéficié d'une réduction de peine grâce à l'influence de sa famille au sein d'une grand hôpital. Il avait changé de nom et travaillait effrontément comme médecin. Le personnel de l'hôpital a été choqué d'apprendre la vérité sur le docteur Oh-young-ho. Ji-do a déclaré qu'il procéderait à l'exécution au nom du peuple, punissant ce démon. Alors que Ju-Yin vérifiait ses pièces d'identité, Seok-ju reconnut quelqu'un parmi la foule et alerta Ju-Yin. L'homme, lorsqu'il a été reconnu, s'est enfui. Ju-Yin s'est immédiatement lancé à sa poursuite. Le gardien de prison remarqua une étrange boîte sous le siège où l'homme était assis. La curiosité piquée, il s'apprêta à l'ouvrir, mais Seok-ju intervint, l'exhortant à rester à l'écart. Quelques instants plus tard, la boîte a explosé,
provoquant la panique et le chaos, alors que les gens se précipitaient pour échapper à l'hôpital. Saisissant l'occasion, Seok-ju s'est également échappé, frôlant un démineur. Technicien. Il sembla reconnaître le technicien. Immédiatement après, le technicien en déminage a frappé à la porte du Jeune-O, l'exhortant pour évacuer rapidement. Alors que Jeune-O tendait la main vers la porte, Mu-chan l'a appelé, lui ordonnant de rester sur place, malgré tout, de l'explosion ou de l'arrivée de la police. De plus en plus impatient, le technicien a injecté du gaz dans la pièce, étouffant les deux occupants. Pendant ce temps, Ju-Yin a poursuivi le livreur, mais il s'est défendu. Juste au moment où il était sur le point de la tuer, Seok-ju est arrivé, bien qu'il soit menotté et maîtrisé. Lui, l'étouffant jusqu'à l'inconscience. Craignant que Seok-ju ne tue l'homme, Ju-Yin est intervenu et l'a menotté. Submergé par le gaz, Jeune-O a finalement ouvert la porte, utilisant Ji-hoon comme otage. Cela empêcha le technicien, maintenant révélé comme l'assassin, d'attaquer. Il baissa son arme sous la menace de Jeune-O. Alors que l'assassin tendait la main vers l'arme, Ji-hoon s'est libéré et l'assassin s'est précipité, maîtrisant Jeune-O. Juste au moment où il était sur le point de l'achever, Mu-chan est arrivé, arme à la main. Cependant, entouré de gaz inflammable, il ne pouvait pas risquer de tirer. Il essaya de persuader l'assassin de se rendre, mais en vain. Ju-Yin et Seok-ju sont également arrivés sur les lieux. L'assassin défia Mu-chan, lui demandant s'il voulait vraiment sauver une ordure comme Jeune-O, compte tenu de ses crimes odieux. Mu-chan a admis son désir de tuer Young-O lui-même, mais a insisté pour le laisser vivre. Une vie pire que la peine de mort à cause du système judiciaire. Soudain, Seok-ju a brisé le système d'extinction d'incendie. Mu-chan tira sur l'assassin, qui attaqua en même temps Young-O. L'assassin n'a été que légèrement blessé, mais Jeune-O a été tué. Dehors, Mu-chan a réprimandé Seok-ju pour ses actions imprudentes, mais Seok-ju a rétorqué. Mu-chan n'avait-il pas voulu tuer le bâtard aussi? Mu-chan s'est déplacé pour le frapper, mais Ju-Yin est intervenu, voulant éloigner Seok-ju avant. La presse est arrivée. Le lendemain matin, Mu-chan interrogea l'assassin. L'homme n'avait pas de pièce d'identité et s'était auto-infligé des brûlures sur le bout des 10 doigts. Mu-chan s'est interrogé sur son lien avec le sous-lieutenant Lim et s'il était le fan numéro 1, mais l'homme est resté silencieux. Il prétendait être Guido, le cerveau, mais Mu-chan savait que c'était impossible. Il était certain qu'il y avait des complices et que le vrai Guido était toujours là. Après une analyse de l'ADN, Mu-chan apprit que le vrai nom de l'assassin était Jin-woo, celui du sous-lieutenant Lim. Fiancé. Il avait simulé sa mort il y a des années et avait pris une nouvelle identité. La cicatrice sur son cou provenait probablement de l'enlèvement d'un numéro d'identification militaire. Pendant ce temps, Ju-Yin a ramené Seok-ju chez lui et lui a enlevé ses menottes. Seok-ju revisita ses affaires, souvenir de sa fille bien-aimée. Des souvenirs d'elle inondèrent son esprit. Sa perte est restée une douleur constante. Mu-chan rencontra son supérieur, furieux que l'équipe d'enquête spéciale soit dissoute. Son supérieur soutint que Guido avait été attrapé, mais Mu-chan insista sur le fait que Jin-woo ne l'était pas. Guido et que le vrai coupable restait libre. En regardant les images de sécurité de l'hôpital, Choi a remarqué quelque chose d'inhabituel. Il s'est demandé pourquoi un jeune homme était arrivé à l'hôpital mais n'était pas sorti de sa voiture. Il l'a immédiatement partagé avec Mu-chan, en lui montrant une photo du membre du congrès minien. Famille. Son fils avait été à l'hôpital dans des circonstances suspectes. Cela a déclenché un souvenir pour Mu-chan. Il a cherché Seok-ju, croyant que son fan numéro 1 le contacterait à nouveau. Le vrai Guido était toujours en liberté, malgré la croyance contraire de son supérieur. Mu-chan avait prévu de feindre de clore l'affaire et de tendre un piège. Il était convaincu que Guido enverrait une autre lettre à Seok-ju. Seok-ju reprocha à Mu-chan un piège similaire tendu 8 ans auparavant. L'ADN de 2 individus avait été trouvé sur l'animal en peluche de sa fille, l'un appartenant pour courtise éthique, l'autre non identifié. Il croyait que Mu-chan connaissait l'identité de l'autre personne, mais n'avait pas la confiance nécessaire pour l'accuser. Le complice. Mu-chan avait soupçonné le fils du membre du congrès Jae-young, se souvenant du sourire du garçon lorsqu'il a été. Le corps de la fille de Ju a été enlevé. Mais il avait caché à Seok-ju, en partie à cause de preuves insuffisantes, en partie à cause de peur des représailles potentielles de Seok-ju. Seok-ju a accepté d'être un appât pour attraper le Guido. Cependant,
Il a averti Muchan que s'il échouait à nouveau comme il y a 8 ans, il ne le ferait jamais. Pardonez-lui. À l'extérieur, Jouyin écoutait la conversation à travers une caméra, poursuivant simultanément ses propres pistes. Muchan a chuchoté quelque chose à Seok-ju, que Jouyin ne pouvait pas entendre, exaspérant. Son. Le lendemain matin, alors qu'il transférait Seok-ju en prison, Jouyin a interrogé Son. Accusations répétées selon lesquelles Muchan est Guido. Seok-ju a expliqué qu'à la fin de chaque semestre, il disait à ses étudiants de ne jamais croire. Tout ce qu'il a dit, les encourageant à chercher leur propre réponse. Jouyin était perplexe face à sa réponse énigmatique. Muchan amena le père du sous-lieutenant Lim à la rencontre de Jin-woo. Le père en deuil a reproché à son futur gendre ses actions insensées. Lim ne voudrait pas voir ça. Il voudrait que vous viviez. Jin-woo s'est excusé pour son comportement imprudent. Les deux hommes pleurèrent, bougeant même Muchan. Jin-woo a alors avoué avoir un complice, révélant tout. Lui et son complice communiquaient uniquement en ligne et ne s'étaient jamais rencontrés en personne. Le complice s'occupait des aspects techniques, tandis que Jin-woo effectuait les actes physiques. Muchan a remis en question l'implication de Jin-woo dans les votes sur la peine de mort, se demandant pourquoi. Il ne cherchait pas seulement à se venger directement des clients. Jin-woo a expliqué qu'il ne tuait pas sans discernement. Leurs cibles ont été soigneusement choisies, celles dont l'existence nuisait à la société, comme en témoigne. Par les résultats du vote. Il a admis 3 meurtres et a identifié son complice comme étant le fan numéro 1 de Seok-ju. Celui qui vénérait un homme actuellement en prison. Muchan s'enquit de la relation du complice avec Seok-ju. Jin-woo a supposé qu'il pourrait être un ancien étudiant qui avait autrefois juré de détruire la personne Seok. Ju chérissait le plus. La police a enquêté sur Yoon Seong, le fils du membre du congrès Jae-young, le principal suspect de Muchan. Dans l'affaire vieille de 8 ans. Yoon Seong, maintenant connu sous le nom de Minutso, était professeur de collège à Séoul. En plus d'être des familles voisines, la mère de Minutso avait assisté à la finale de Seok-ju. Trial, indiquant qu'elle est familière avec l'expression « démon innocent ». L'enseignant habituellement calme Minutso s'accrochait à sa mère comme un enfant pendant qu'il regardait. La nouvelle de l'arrestation dans l'affaire du vote sur la peine de mort. Jae-young remarqua sa similitude avec le cas de la fille de Seok-ju, puis se tourna vers elle. Mon fils et a demandé « Pourquoi as-tu tué à nouveau ?» Avant le meurtre de la fille de Seok-ju, Min-so était un fervent fan. Jae-young l'avait même emmené rencontrer Seok-ju pour un autographe. Ce garçon frêle avait une passion pour le droit et la justice. Au cours de leur visite, la fille de Seok-ju, Nare, est apparue, capturant l'intensité de Temso. Et une attention troublante. Il observait souvent la famille de Seok-ju depuis leur maison de l'autre côté de la rue. Un jour, le chien bien-aimé de Nare a disparu. Seok-ju a visité la résidence de Seo Minute, demandant si Minutso avait vu le chien, comme quelqu'un l'avait fait. Je l'ai vu quitter la propriété de Seok-ju. Min-so a nié toute implication et a suggéré de vérifier les images de sécurité. Seok-ju a été surpris de découvrir que son appareil photo avait mal fonctionné. Les parents de Min-so sont arrivés à la maison, agacés par la présence de Seok-ju, son père se plaignant. À propos de la perturbation des études de Min-so. Min-so a répété à ses parents qu'il n'avait pas vu le chien. Seok-ju rentra chez lui sans un mot de plus. À leur insu, Jouyin a tout entendu via la caméra, alimentant sa propre enquête. Muchan chuchota quelque chose d'inaudible à Seok-ju, la frustrant davantage. Le lendemain, Jouyin renvoya Seok-ju en prison, remettant en question sa croyance persistante. Ce Muchan était Guido. Il a réitéré sa philosophie d'enseignement d'encourager la pensée indépendante, laissant Jouyin même plus confus. Le père de Min-so l'a immédiatement confronté au sujet de la disparition du chien. Après avoir découvert ses restes enterrés dans leur jardin, il s'en est pris à son fils, reconnaissant. Ce n'était pas sa première transgression. Il craignait les répercussions si Seok-ju découvrait la vérité. Ji-young a inexplicablement retourné sa colère contre Woo-taek, le serviteur de la famille, blâmant lui pour l'incident. Woo-taek, conditionné à accepter la responsabilité de Minutso, s'est excusé abondamment en tant que ses parents. Il a regardé impuissant pendant qu'il était battu. Plus tard, Minutso est revenu pour feindre des remords pour courtiser le Taek, complotant secrètement pour éliminer Seok. La fille de Ju. Le lendemain matin, alors qu'elle cherchait son chien, elle a été attirée par quelqu'un qui l'appelait. Son nom. Peu de temps après, elle a été retrouvée assassinée.
Sur la scène de crime, Mu-chan remarqua le sourire énigmatique de Min-so, éveillant ses soupçons. Cependant, la police coréenne corrompue a arrêté Seok-ju pour l'interroger. Rejetant la théorie de l'enlèvement de Seok-ju en raison de l'absence de demande de rançon, ils ont accusé. Il a assassiné sa propre fille, citant des témoins qui l'ont vu sortir de la voiture avec lui. Au cours de l'interrogatoire, Seok-ju a été bombardé de questions accusatrices sur la discipline, l'emplacement du corps dans un angle mort sans caméra de sécurité, tout cela implique sa culpabilité. Il garda le silence. Mu-chan est arrivé pour reprendre l'interrogatoire de Choi, conseillant à Seok-ju d'engager un avocat. Mais Seok-ju a insisté pour s'en occuper lui-même. Mu-chan a présenté des vidéos de Seok-ju circulant en ligne, le montrant en train d'interagir avec des femmes. Les étudiants, maintenant utilisés pour le vilipender et soutenir les accusations. Seok-ju a pleuré de désespoir alors que sa réputation était détruite par les trolls en ligne. Mu-chan compatissait à son sort. La maison de Seok-ju a été vandalisée, sa dignité de professeur piétinée. Mu-chan, toujours déterminé à trouver le vrai tueur, fouilla la maison de Seok-ju à la recherche des lambeaux de preuves. Seok-ju, cependant, voulait que l'enquête se termine, son chagrin face à la mort de Nare l'emportant. Les fausses accusations. Mu-chan l'a exhorté à rester fort, réaffirmant sa croyance en l'innocence de Seok-ju et sa admiration pour lui depuis son premier jour à l'école de police. Il a rappelé à Seok-ju qu'il avait appelé son fan numéro 1 et l'a supplié de travailler ensemble pour attraper le vrai coupable. En examinant les preuves de la scène de crime, Seok-ju a remarqué un animal en peluche disparu qui, accroché au sac à dos de Nare. L'animal en peluche appartenait à un garçon orphelin que Seok-ju envisageait d'adopter. Les deux enfants avaient prévu de se rencontrer le jour du meurtre, et le garçon se sentait toujours coupable d'être arrivé en retard. Mu-chan s'est immédiatement rendu à l'endroit où Nare a été vu pour la dernière fois, dans l'espoir d'obtenir une caméra de tableau de bord. Image d'un groupe de cyclistes qui passent. Les images montraient Nare avec Wotik, qui savait où se trouvait le chien et menait. Elle a cela. Seok-ju soupçonnait Min-so d'avoir pris le chien, convaincu que celui qui avait pris la peluche de Nare. L'animal était le tueur. Il a donné à Mu-chan l'animal en peluche assorti comme preuve. Wotik a été convoqué au poste de police pour être interrogé, le garçon effrayé suppliant. Pour rentrer à la maison. La police a observé chacun de ses mouvements. Ses parents, employés par la famille Minute, regardaient anxieusement l'avocat de la Minute intervenir pour sécuriser la libération de Wotik. Mu-chan se méfiait de l'intervention du Minute, se demandant quel était leur motif. Immédiatement après, Mu-chan est allé voir la famille du président. Il a dit à Madame Ji-Young que Wotik était maintenant le principal suspect. Il a demandé pourquoi sa famille avait dépensé une grosse somme d'argent pour engager un avocat pour Wotik. Madame Ji-Young a dit que c'était simplement par pitié pour la situation familiale du garçon. Au même moment, Yoon Seong était également présent. Mu-chan a profité de l'occasion pour l'interroger sur sa relation avec Wotik. Cependant, Yoon Seong a affirmé qu'il n'était pas proche de Wotik et a demandé à Mu-chan de ne pas le faire. Croyez tout ce que Wotik a dit. Avec ses yeux perçants, Mu-chan comprit que ce qu'il disait était un mensonge. Madame Ji-Young ne voulait pas qu'il dérange son fils, alors elle lui a poliment demandé de partir. Elle a ensuite demandé à quelqu'un de suivre tous les mouvements de Mu-chan, tout en s'assurant que ceux de Seok-ju. La vidéo n'a été retirée qu'à la fin du procès. Le lendemain, Yoon Seong s'est rendu seul au poste de police. Il est venu raconter à Mu-chan une histoire sur Wotik. La nuit du meurtre, Wotik avait emporté le sac à dos de Nare quelque part. Yoon Seong semblait vouloir accuser Wotik d'être le meurtrier. Mais Mu-chan n'était pas facilement influençable. Il croyait toujours implicitement que le garçon en face de lui était également impliqué. Mu-chan demanda à propos de la blessure sur la main de Yoon Seong. Il a dit qu'il l'avait attrapé en aidant son oncle à jardiner. Mais de toute évidence, cette réponse n'était pas convaincante. En vérité, la blessure a été causée par l'insouciance de Joo-min lors du meurtre de Nare. C'est lui qui a ramené le sac à dos, pas Wotik. Mu-chan est allé avec colère vers Wotik et l'a battu. Il voulait que Wotik avoue tout, sachant que le garçon n'avait pas agi seul. Dans sa peur, Wotik a mentionné le nom de Yoon Xion. C'était le nom que Mu-chan voulait le plus entendre à ce moment-là. Avant le procès de Wotik, l'accusation a fait valoir qu'il avait un complice. Les preuves qui ont été découvertes plus tard contenaient l'ADN d'une tierce personne.
Le procureur a demandé au tribunal de recueillir l'ADN de Young Seong à des fins de comparaison. Le juge a accepté, mais les résultats des tests ont dû être obtenus discrètement. Ce jour-là, le procès de Woo-tik a eu lieu. Mu-chan a témoigné sur le sang de la troisième personne trouvée sur l'ours en peluche. Mais l'avocat lui a demandé pourquoi les preuves avaient été retrouvées plusieurs jours plus tard. Mu-chan a répondu que la scène de crime et l'endroit où le corps a été retrouvé étaient deux endroits différents. C'est pourquoi les preuves ont été trouvées plus tard. Cependant, l'avocat ne le pensait pas. Il sortit un autre ours en peluche, identique à celui de Nare, et interrogea Mu-chan. Était-il sûr que l'ours en peluche qu'il avait trouvé appartenait réellement à la fille? Au contraire, il a prétendu que l'ours en peluche qu'il tenait était celui de Nare et que il n'avait pas d'empreintes digitales autres que celles de la fille et de sa famille. Ensuite, il a demandé au juge de vérifier quel ours en peluche était le vrai ours en peluche de Nare. Bien qu'ils se ressemblent beaucoup, les yeux des deux ours en peluche sont de couleurs différentes. Le juge a alors décidé de rejeter les preuves trouvées par Mu-chan parce qu'elles avaient des couleurs différentes. Des yeux que l'ours en peluche sur la photo. Mu-chan s'est levé et a révélé que Woo-tik avait avoué ne pas avoir agi seul. Mais Woo-tik l'a immédiatement nié et a affirmé que Mu-chan l'avait frappé. Les ecchymoses sur le corps de Woo-tik ont également été révélées, surprenant tout le monde dans la salle d'audience. À la fin du procès, le juge a déclaré Woo-tik non coupable en raison du manque de preuves concrètes. En entendant cela, Mu-chan et MC ont été stupéfaits. Alors qu'ils sortaient, Mu-chan a soudainement été giflé par Madame Jae-young. Elle l'a averti de ne plus jamais toucher son fils. Mu-chan ne pouvait que se résigner à l'impuissance en regardant la libération de Woo-tik. Son sang-froid s'est brisé, mais M-seok-ju est intervenu avant que Mu-chan ne puisse faire quelque chose. Téméraire. Il ne semblait que trop familier avec le système juridique corrompu de l'époque. Mu-chan, cependant, restait déterminé à obtenir justice. Le même jour, M-seok-ju est tombé sur Woo-tik alors qu'il sortait les poubelles. Il baissa la tête, s'excusant pour ce que la police avait fait subir au garçon. Woo-tik considérait M-seok-ju comme une bonne personne, et il offrait toujours des cadeaux aux bonnes personnes. Il a sorti un enregistrement de la voix de Nare avant qu'elle ne soit assassinée. La voix de la petite fille répéta « Tu me manques, papa ». Cela n'a fait qu'alimenter la rage de M-seok-ju. De retour à la maison, il couvrit tout dans la chambre de sa fille et commença à tracer son vengeance. Cette nuit-là, alors que Woo-tik achetait des bananes frites, M-seok-ju est apparu et a traîné. Lui dans une ruelle déserte. Là, il a poignardé Woo-tik à mort, infligeant des dizaines de blessures. Peu de temps après, M-seok-ju a été inculpé de 2 chefs d'accusation de meurtre, celui de sa fille et celui de sa fille. Tic. Yom-seon était présent, arborant un sourire sinistre. Mu-chan a été témoin de toute la scène. À ce moment précis, la police l'informe d'un autre drame. Les parents de Woo-tik s'étaient suicidés. Cela a renforcé les soupçons de Mu-chan, mais il était impuissant à agir. De retour dans le présent, la famille de Yom-seon était revenue, et Yom-seon avait été convoqué au commissariat de police pour l'interrogatoire. Mu-chan a évoqué les événements d'il y a 8 ans. Yom-seon ne pouvait pas non plus oublier le détective qui avait toujours été à ses trousses. Après s'être souvenu de ses souvenirs, Mu-chan est allé droit au but. Il demanda à Yom-seon s'il avait tué Nare 8 ans auparavant. Mais Yom-seon est resté silencieux, n'offrant que le même sourire glacial qu'il y a 8 ans. Pendant ce temps, Ji-hoon Ju-hyun a piraté l'ordinateur de Yom-seon. Alors qu'il récupérait des fichiers supprimés, Ji-hoon est tombé sur une vidéo de l'explosion de l'école. Les images ont capturé le moment où Ju-hyun a sauvé Mu-chan de la voiture en feu. Voyant cela, Ju-hyun a réalisé qui était vraiment le professeur Yom-seon. Elle a immédiatement informé Mu-chan et M-seok-ju. Maintenant, Mu-chan était certain que Yom-seon était le fan numéro 1, l'orchestrateur de la peine de mort, voté connu sous le nom de Jido. Mais M-seok-ju ne pouvait pas comprendre son motif. Cet homme, soi-disant l'assassin de sa fille, créait maintenant des sondages pour obtenir justice. Mu-chan a demandé à M-seok-ju à propos du garçon qu'il avait voulu adopter il y a 8 ans. Il a raconté l'histoire de leur rencontre. Alors que M-seok-ju et Nare rentraient chez eux à pied, ils ont rencontré le garçon sous la pluie. Nare lui avait offert son parapluie, et tous les 3 rentrèrent chez eux ensemble. Dans les jours qui ont suivi, le garçon est devenu comme un membre de la famille de M-seok-ju. Cette nuit-là, le garçon a été témoin du meurtre de M-seok-ju. Le cœur du garçon se figea, tout comme celui de M-seok-ju. Il n'a jamais revu l'orphelin.
Mais Seok-ju ne savait pas que le garçon qu'il avait voulu adopter était Ji-hoon, le genre. Étudiant féru de technologie, il le savait maintenant. Les prochaines cibles de Ji-do étaient les condamnés à mort. Il a fait valoir que les maintenir en vie gaspillait l'argent des contribuables. La police pourchassait également le Ji-do, essayant de déterminer qui serait la prochaine victime. De ces sondages mortels, Yom Seon n'agissait pas seul, il avait clairement de nombreux complices. Le lendemain, alors que Yom Seon quittait sa maison, la police avait quelqu'un qui le suivait comme d'habitude. Il s'est arrêté dans un café puis est allé à l'école, rien d'extraordinaire. Pendant ce temps, Moo-chan a reçu des nouvelles que d'autres séquences vidéo avaient été collectées auprès de la Funerarium. Il a confirmé que le personnage masqué était celui qui avait assassiné la femme étrangère de JICHUL. Moo-chan doutait qu'il l'ait tué avec un élastique. C'était probablement une corde à sauter. Ailleurs, Jouyin essayait d'empêcher sa jeune sœur d'aller à l'école. Connaissant la véritable identité de Yom Seon, elle craignait qu'il ne lui fasse du mal. Jouyin a conseillé à sa sœur de prendre quelques jours de congé, promettant d'embaucher un tuteur privé. Mais la sœur cadette de Seok-ju, déterminée, refusa d'écouter, craignant de perdre l'assiduité. Aiguillage. Une grande foule portant des masques de chiens s'est rassemblée à la prison pour protester. Ils ont exigé que le gouvernement rétablisse la peine de mort. La rhétorique en ligne de Seok-ju leur avait lavé le cerveau. Leur sens de la justice n'avait plus qu'un seul nom, Ji-do. Ils voulaient que les prisonniers à l'intérieur soient condamnés à mort. Ils ont fait valoir que les emprisonnés gaspillaient les fonds de l'État, de l'argent provenant des contribuables. Des masques pour chiens étaient maintenant vendus partout. Min-so était vraiment ravi par ce spectacle. Lorsqu'il rentra chez lui, Moo-chan était de l'autre côté de la rue, surveillant chacun de ses mouvements. Moo-chan voulait que les objectifs de la peine de mort soient réduits, en se concentrant uniquement sur les personnes connectées. Au minimum, et il a immédiatement relayé cette information à la prison. Pendant ce temps, un individu masqué d'un chien s'est rendu dans un complexe d'appartements, descendant furtivement. Au sous-sol. À l'intérieur d'une pièce, deux autres personnages masqués attendaient. Tous les trois étaient des sous-fifres de Ji-do. Cette fois, Ji-do les avait convoqués pour prononcer une condamnation à mort contre un prisonnier nommé Chan. Un homme âgé en fin de vie. Ji-do s'entendrait avec une femme médecin de la prison. Les pilules qu'elle a fournies provoqueraient une crise cardiaque mortelle. Le tuer n'était pas seulement une vengeance pour le numéro 2 masqué, mais aussi pour sauver la vie des contribuables. De l'argent sur des individus inutiles. Après que Ji-do ait mis fin à l'appel, le personnage masqué numéro 3 a demandé aux autres s'ils savaient l'identité de Ji-do. Mais les autres ont fait valoir qu'il enfreignait les règles du groupe. Connaître l'identité de l'autre était trop dangereux. En colère, le numéro 3 s'est enfui en trombe. Il semblait s'opposer à ces condamnations à mort. Le lendemain matin, Moo-chan et son équipe ont rendu visite à la famille de Jae-young pour arrêter Min-so, le principal suspect dans le meurtre de la femme de JICHUL. MJO a présenté les images de sécurité montrant Min-so au salon funéraire. Jae-young a protesté avec véhémence contre l'arrestation de son fils, mais n'a pas pu arrêter Moo-chan. Elle a immédiatement appelé son avocat, exigeant la libération de Min-so ce jour-là. De retour au poste de police, Seok-ju lui-même a interrogé Min-so. Moo-chan savait que Min-so était le plus grand fan de Seok-ju. Les laisser se rencontrer était le meilleur moyen d'observer les réactions de M-so. Comme d'habitude, Min-so a donné à Seok-ju son sourire troublant. Après un bref échange de salutations, Seok-ju est allé droit au but. « Tu es mon plus grand fan, n'est-ce pas? Vous êtes Ji-do, celui qui orchestre les condamnations à mort, n'est-ce pas ?» Min-so a fondu en larmes, puis a ri de manière maniaque. Il a répondu. « Si j'étais Ji-do, pensez-vous que vous seriez en sécurité ?» Seok-ju, furieux, attrapa Min-so par le col. Moo-chan intervint immédiatement pour les séparer. Au même moment, Jouyin a reçu un appel de Ji-odan. Il avait découvert un pic inhabituel de consommation d'électricité chez Min-so. Il semblait illogique de penser que Min-so était Ji-do, étant donné qu'il était actuellement au poste de police. Juste à ce moment-là, Ji-do est retourné en direct pour annoncer le prochain objectif du vote de mort. Il est apparu que l'étudiant Jae-hoon était également impliqué dans le processus de vote. Cette fois-ci, la cible a choqué tout le monde, la personne qui a extorqué des aveux et fabriqué de fausses preuves. Ce n'était autre que l'inspecteur Kim-an. M. Choi a immédiatement mobilisé tout le monde pour fournir à Kim-an une protection stricte.
Un autre homme s'est avancé pour accuser Muchan de fabriquer de fausses preuves qui ont conduit à son emprisonnement injustifié pendant 10 ans, une décennie qui a bouleversé et dévasté sa vie. Jido a qualifié Muchan de diable innocent. Le vote était sur le point de commencer. Pendant ce temps, la femme médecin était sur le point de donner une pilule au détenu âgé. Soudain, Jehoon a exigé qu'elle arrête, l'accusant de trahir le groupe. Elle a jeté la pilule à contre-cœur, incapable de continuer. Jehoon se rendit ensuite à la salle de contrôle centrale. Des vidéos dénonçant Muchan avaient été diffusées. Ses pires qualités ont été disséquées et amplifiées dans le but de manipuler l'opinion publique. Jehoon a rapidement déconnecté les serveurs, arrêtant tous les systèmes. Le vote de mort a par la suite été rendu non concluant. Dans les jours qui ont suivi, Muchan a été temporairement mis en congé. Tout le monde voulait qu'il se repose et qu'il laisse les choses se calmer. Jouyin a rendu visite à Muchan à son domicile, qui a été couvert d'images liées aux affaires. En particulier le cas de la fille de Mseok-ju et du vote de mort. Jouyin l'a réprimandé pour ne pas avoir utilisé l'ordinateur au bureau. Il a trouvé sa configuration actuelle désordonnée et désorganisée. Muchan voulait revoir le témoignage enregistré de Min Utso. De plus, Jinwo était transféré en prison aujourd'hui, et il voulait que Jouyin surveille de près. Lui pour tout contact avec Min Utso. Pour appréhender Minso-so, ils avaient besoin de la preuve qu'il était Guido. Muchan est resté catégorique sur le fait que Minso était le plus grand fan de Mseok-ju. Il voulait qu'elle réexamine les lettres que Mseok-ju lui avait envoyées. Jouyin avait une question. Lorsque Minso était à l'étranger, Mseok-ju recevait une lettre chaque fois que Minso virait de l'argent. Elle soupçonnait qu'il avait engagé quelqu'un pour envoyer les lettres. Elle était également curieuse de savoir comment l'affaire d'agression d'il y a 5 ans était liée à la situation actuelle. Muchan pensait que l'auteur dans les deux cas était la même personne. Jouyin n'était pas d'accord. L'affaire d'agression était un meurtre, tandis que cette affaire était un vote de mort en quête de justice. Elle sentait toujours que quelque chose n'allait pas à propos du fait que Minso soit Guido. Jouyin est revenu pour examiner les lettres échangées entre Mseok-ju et Minso 5 ans auparavant. Elle semblait se rendre compte de quelque chose. Pendant ce temps, Muchan a reconstitué les détails. La mort de la fille de Mseok-ju, le comportement étrange de Minso, ses conversations avec Mseok-ju en prison, et sa propre conversation avec Minso l'autre jour. Il semblait que Muchan avait compris qui était Guido, la personne derrière le vote de mort. Jouyin rendit visite à Mseok-ju avec les lettres à la main. Elle lui reproche de garder le silence alors qu'il sait qui est son plus grand fan. Il était devenu fou quand il avait reçu la première lettre de Mso il y a 5 ans. Mais pourquoi cette lettre n'en faisait-elle pas partie? Jouyin voulait désespérément savoir où se trouvait cette première lettre et ce qu'elle contenait. Au même moment, Jouyin a reçu un appel de Muchan. Il a révélé que Mseok-ju était en fait Guido. Cela l'a laissée stupéfaite. Entendant un bruit à l'extérieur, Mseok-ju a rapidement embrassé Jouyin alors qu'un camion s'écrasait sur le bâtiment. Heureusement, aucun d'eux n'a été blessé. Le camion était là pour l'aider à s'échapper de prison. Jouyin ne pouvait que regarder impuissant. Dès que Mseok-ju s'est échappé, Jouyin a appelé Muchan et la police. En recevant la nouvelle, Muchan a suivi l'emplacement du camion. Jouyin suivit également rapidement le camion. Mais lorsqu'ils ont atteint un tunnel, ils ont été soudainement pris dans un embouteillage. Le camion de Mseok-ju bloquait maintenant la route. 2 motos ont soudainement émergé de l'arrière du camion et ont filé à toute vitesse. Muchan a tiré sur eux avec son arme, mais n'a pas pu les arrêter. Mseok-ju et le chauffeur ont réussi à s'échapper. De retour au commissariat, le chef était furieux. Il a blâmé Jouyin d'avoir laissé Mseok-ju s'échapper. Muchan essaya de défendre Jouyin, mais cela ne fit qu'enrager davantage le chef. Les deux se sont disputés, et le chef a dit à Muchan qu'il ne voulait plus le voir dans le bureau. La police a empêché Mseok-ju d'échapper à la presse. Pendant ce temps, Mseok-ju et le médecin de la prison sont retournés à leur base secrète. L'équipement à l'intérieur avait été détruit par le numéro 5. Il a essayé d'accéder au serveur, mais il a été bloqué. À ce moment-là, un autre membre du groupe est arrivé. Tous deux enfilent rapidement leurs masques pour dissimuler leur identité. L'autre membre était furieux lorsqu'il a appris que le numéro 5 avait trahi le groupe. Le numéro 5 avait volé le programme et effacé les données du serveur. Mseok-ju voulait que le groupe modifie son plan initial.
Il a ensuite essayé de récupérer les données perdues. Pendant ce temps, Moo-chan s'est rendu chez M. Seok-ju. Il vérifiait s'il était revenu. Étonnamment, Joo-yeon a eu la même idée et y est allé aussi. Joo-yeon n'arrivait pas à croire que Min-so était à Jido après tout. Elle voulait toujours fouiller sa maison, croyant qu'il pourrait y avoir des preuves. Cependant, cela était impossible car la police n'avait pas de cause probable. Moo-chan a sorti une photo de Nare et du garçon que M. Seok-ju voulait adopter. M. Seok-ju avait dit qu'il avait perdu le contact avec le garçon. Moo-chan voulait toujours le trouver. Ils ignoraient tous les deux que le garçon était en fait Jae-hoon. Jae-hoon rendit visite à la sœur cadette de Jo-yeon, le réprimandant pour ne pas avoir répondu à ses messages. Ils semblaient être des amis proches, peut-être même plus que des amis. Malgré leur proximité, Jae-hoon a gardé sa vie de famille secrète. Il n'a même pas voulu dire à Joo-min où il vivait. Sur le chemin du retour, Jae-hoon aperçut une silhouette familière. Il s'est excusé de Joo-minute, disant que son père venait le chercher. Jae-hoon courut et serra son père dans ses bras. C'était M. Seok-ju. Pendant qu'il était en prison, Jae-hoon s'occupait de tous les aspects technologiques. Il se sentait en partie responsable du sabotage du numéro 5. Mais M. Seok-ju a dit que personne n'était à blâmer. Ils avaient simplement choisi la mauvaise personne dès le départ. Les trois sont ensuite allés se cacher chez Ijin, car la police les recherchait activement. Pour M. Seok-ju. Pendant ce temps, le numéro 5 rencontrait M-so. Le numéro 5 sentait que tout le monde dans le groupe semblait se connaître sauf lui. Il n'avait pas non plus la moindre idée de qui était le véritable fan numéro 1. Il a proposé de lui donner des informations si précieuses en échange d'argent et de vengeance. À ce moment-là, Min-so a reçu la nouvelle que M. Seok-ju s'était échappé. Cela lui plut beaucoup. Le lendemain matin, Jae-hoon entra dans le bureau de Min-so. Il a volé des données de son ordinateur. Au moment où Min-so revint, Jae-hoon avait terminé sa tâche. Min-so n'avait pas le moindre soupçon sur l'étudiant apparemment innocent. Joo-yeon a visité la prison où Seok-ju vivait depuis des années. Elle était assez surprise que son logement ressemble plus à un centre de villégiature. Il semblait que tout le monde à l'intérieur faisait partie du réseau de Seok-ju. Joo-yeon a particulièrement remarqué le docteur Ijin. Seok-ju la rencontrait régulièrement lors de ses examens de routine. Malheureusement, elle ne travaillait pas ce jour-là. Moo-chan s'est rendue à l'orphelinat pour s'enquérir du garçon sur la photo. La femme se souvenait clairement de l'intention de Seok-ju d'adopter le garçon, mais celle de sa fille. La mort l'en avait empêché. Peu de temps après, le garçon a été adopté par une autre famille bienveillante. Dehors, Moo-chan a reçu un appel de Joo-yeon. Elle avait fouillé la chambre de Seok-ju mais n'avait rien trouvé. Elle était également curieuse de savoir comment il pouvait orchestrer les votes depuis l'intérieur de la prison. Moo-chan a suggéré qu'il l'avait peut-être fait par l'intermédiaire d'amis ou de contacts proches à l'intérieur. Joo-yeon a également mentionné une femme médecin qui traitait Seok-ju depuis des années. De manière significative, l'étudiant capitaine qu'il avait pris en otage était son petit-fils. Joo-yeon sentait que quelque chose était suspect chez le docteur. Il y a eu trop de coïncidences. Ce soir-là, Moo-chan est allé voir le docteur Ijin. En entrant, il aperçut une silhouette dans l'escalier. Moo-chan l'a interrogé sur les antécédents de pneumothorax de Seok-ju. Pensait-elle qu'il se rendrait à l'hôpital pour un examen? Le docteur Ijin croyait que si la maladie n'était pas réapparue, il n'irait pas à l'hôpital. Il parlait rarement de lui, alors elle ne pouvait pas dire qu'il contacterait après s'être échappé. Pendant ce temps, Seok-ju se cachait à l'étage. Moo-chan, incapable de glaner plus d'informations, s'est excusé. Dehors, il remarqua 3 parapluies près de la porte, ce qui approfondit ses soupçons. Le lendemain matin, Joo-yeon et Joo-dan se déguisèrent en étudiants. Ils visaient à attraper le Fanen degré 1. Dans une discussion de groupe, quelqu'un prétendant être le Guido numéro 1 organisait une réunion avec des personnes partageant les mêmes idées. Particulier au parc. Joo-yeon a repéré une fille suspecte et l'a appréhendée. La fille s'est avérée être une camarade de classe de la sœur cadette de Joo-yeon. À l'aide de son téléphone, ils ont confirmé qu'elle avait pris des dispositions pour y rencontrer 2 personnes. Cependant, elle a nié être la Guido numéro 1. Une personne mystérieuse lui avait donné une note avec les instructions de se rencontrer par une belle journée. Elle ne faisait que suivre les instructions. De loin, Ji-hoon filmait la scène. Il est rapidement parti pour éviter d'être identifié. De retour au bureau, Joo-yeon examina la note.
Elle ne comprenait pas ce que signifiait une belle journée. Elle a vérifié l'application météo et a vu un temps ensoleillé prévu toute la semaine. Elle a demandé à Joudan de vérifier le téléphone de Jinwoo pour les applications météorologiques. Non seulement il en avait un, mais il en avait deux. Jouyin s'est soudainement levé et a crié, ayant découvert quelque chose. Pendant ce temps, une chaîne de télévision privée couvrait le vote sur la peine de mort. Saisissant l'occasion, Jouyin et l'équipe d'enquêteurs sont arrivés. Elle voulait révéler au public la vérité derrière le Guido et le vote sur la peine de mort, espérant que ces paroles seraient diffusées dans tout le pays. Tout le monde avait deux applications météo sur son téléphone. L'une d'entre elles était une application cachée que Guido avait installée illégalement. Mu-chan a estimé que les applications de base comme la météo et les cartes se mettaient à jour automatiquement. Guido a exploité cela pour infiltrer l'espace personnel des gens. Supprimez-le maintenant. Guido pirate nos téléphones. Il nous utilise pour légitimer le meurtre de masse. Min-so, en apprenant la nouvelle, entra dans une colère noire. Il a juré de tuer Mu-chan par tous les moyens nécessaires. Madame Ji-young a exhorté son fils à se calmer car ce n'était pas encore fini. Elle a promis qu'il continuerait à faire ce qu'il voudrait. Il semblait que le meurtre et le crime étaient ce qui était vraiment excitant et satisfait Minutso. Ce soir-là, Guido s'adresse à nouveau au public. Il sentait que la confiance du peuple en lui avait diminué au cours des derniers jours. Pourtant, la surveillance et le respect de la justice dans cette société se sont poursuivis. Il a examiné chaque demande et chaque appel à l'action qui lui était envoyé. Cette fois, le sujet du vote était le gang de Chunzi, un groupe qui avait ruiné d'innombrables. Les familles à travers les arnaques immobilières. Comme d'habitude, le vote commencera immédiatement. Simultanément, Shin était appréhendé par des hommes portant des masques de chiens. À la tête de la capture se trouvait le numéro 5, la personne même que Guido avait trahi. Le numéro 5 avait également été à l'origine de ce vote particulier. Après que 53 des gens aient voté pour l'exécution de Shinzi, le numéro 5 a sorti un couteau et a poignardé Shin sans pitié. Le lendemain matin, la police est arrivée sur les lieux. Le taux de participation est resté élevé, car de nombreuses personnes n'avaient pas supprimé l'application. Il semblait que tuer était devenu un jeu pour eux. Le détective Choi voulait commencer l'enquête en interrogeant les proches associés de Shinzi. Pendant ce temps, Jouyin et Jiodan se sont fait passer pour des réparateurs de réseau. Ils savaient que la maison de Min-so affichait constamment une consommation d'énergie inhabituelle et accueillait adresse IP étrange. Après avoir distrait la femme de ménage, Jouyin se glissa dans la chambre de Min-so. À première vue, la pièce semblait normale. Cependant, en vérifiant la connexion Wi-Fi, elle a découvert de nombreuses adresses IP. Jouyin soupçonnait une pièce cachée à proximité. Elle prit une tasse dans un tiroir d'armoire, et soudain, une porte cachée se révéla. Comme elle le soupçonnait, à l'intérieur se trouvait une pièce secrète abritant un énorme système informatique. Lorsque Jouyin a accédé au serveur, le symbole G est apparu. Au même moment, la porte se referma. Jouyin a ouvert un fichier vidéo sur l'ordinateur. Elle a été choquée de voir Nare crier à l'aide et appeler son père à plusieurs reprises. Debout devant la fille terrifiée se tenait le méprisable Minutso. Il a même demandé à Wotik de filmer la scène horrible. Jouyin a immédiatement envoyé l'audio des supplications de Nare à Mu-chan. Il ne pouvait pas cacher ses émotions en entendant la voix de la petite fille. Mu-chan a appelé Jouyin et elle lui a montré la pièce secrète par appel vidéo. Elle pensait que ces preuves seraient suffisantes pour condamner Mso. À ce moment précis, Minutso est arrivé à la maison. Alors qu'il s'apprêtait à entrer, il reçut un appel de sa mère. Elle l'a exhorté à fuir immédiatement, révélant que la police avait des preuves le reliant à le meurtre de Nare. Sans un mot, Min-so est monté dans sa voiture et est parti. L'informateur qui a informé Madame Jae-young n'était autre que le détective Choi. Il s'est avéré qu'il était dans sa poche depuis le début. Madame Jae-young ne comprenait pas pourquoi Seok-ju compliquait les choses en tant que cible. N'était que son fils. Le détective Choi a émis l'hypothèse que Seok-ju pourrait chercher à se venger de sa famille, car Madame Jae-young avait fait quelque chose de similaire à lui il y a des années. Il était certain que Min-so serait la prochaine cible de l'exécution. Par conséquent, il a conseillé à Madame Jae-young d'amener son fils au poste de police pour qu'il avoue. Ce n'est qu'alors que sa vie pourrait être épargnée de la colère de Seok-ju. C'était la seule option qui restait. Peu de temps après, Mso est arrivé au poste de police.
Il tenait l'enregistrement dans sa main et a avoué le meurtre de Naray. Il arborait un sourire provocateur, ne montrant aucun signe de peur. Pendant ce temps, Jouyin était occupé à copier les données de l'ordinateur de Min-So lorsqu'elle a rencontré un problème. Le serveur était en train de reformater, effaçant toutes les données. Jouyin a essayé de récupérer l'information, mais cela n'a servi à rien. Sans les dossiers originaux, il serait difficile de condamner le méchant. Après la scène de la vidéo, Mu-chan et son équipe sont arrivés dans un bâtiment abandonné. Cela pourrait être la scène de crime initiale où Min-So a assassiné Naray. M-Choi était également présent. Il a élevé la voix, disant qu'ils avaient besoin d'au moins une preuve solide. La vidéo que Jouyin a enregistrée chez Min-So a été obtenue illégalement, le fichier original. Il manquait à l'appel et l'enregistrement ainsi fourni n'était pas assez clair pour identifier l'auteur. Mu-chan se demandait pourquoi Min-So avouerait à ce moment-là, ignorant que M-Choi avait été travaillé pour Mademoiselle Jae-young depuis le début. Pendant ce temps, alors que M-Seok-ju rentrait chez lui, Jae-hoon s'est précipité à l'intérieur. Il informa son père adoptif que Min-So avait avoué. En entendant cela, M-Seok-ju semblait stupéfait. Son plan pour venger sa fille s'effondrait peu à peu. Après une longue enquête, la police a conclu que M-Seok-ju était à l'origine de l'accident vasculaire cérébral. Vote sur la peine de mort. Il l'avait planifié pendant 5 ans, depuis qu'il avait appris que M-So était complice de ça. Le cas de la fille Jae-do. Tout d'abord, Jin a aidé M-Seok-ju. Il a dirigé les meurtres de ceux qui avaient voté pour l'exécution. Le deuxième complice était Dong-gu, le chauffeur qui a kidnappé M-Shin. Il a longtemps travaillé comme chauffeur uniquement pour observer les cibles du vote. Cependant, les problèmes ont commencé lorsque Mu-chan a été inclus dans le vote sur la peine de mort. La source de l'émission ce jour-là a été trouvée sur l'ordinateur personnel de M-So. Il ne comprenait pas pourquoi Min-So et M-Seok-ju partageaient le même objectif dans cette situation. M-Choi croyait que GICHUL et Jin avaient tous deux été empoisonnés. Il semblait que quelqu'un avec une expertise médicale aidait M-Seok-ju. Mu-chan pensa immédiatement à Mademoiselle Ijin. Il a exhorté tout le monde à ne pas négliger ce médecin suspect. De plus, il y avait un autre personnage mystérieux que la police n'avait pas été en mesure d'identifier. Cette personne a créé et distribué l'application de vote. Il devait être un as de l'informatique, un génie de la technologie, mais personne n'aurait pu deviner que cette personne. C'était Jae-hoon. Ce soir-là, M-Seok-ju s'est délibérément approché de la présentatrice de la chaîne de télévision. En le voyant, elle essaya de s'enfuir, mais la porte était fermée à clé. Là, il se révèle en tant que Guido. Il voulait qu'elle diffuse à nouveau l'émission en direct avec lui. Cela garantirait des cotes d'écoute élevées pour la station. Elle ne pouvait pas refuser l'offre. Peu de temps après, M-Seok-ju est lui-même apparu à la chaîne de télévision. Son apparition a stupéfié le public. M-Seok-ju s'est excusé d'avoir piraté les téléphones de tout le monde et d'avoir installé l'application de vote. Mais il a affirmé qu'il n'avait pas utilisé ces informations pour vendre leurs données personnelles. Il a annoncé que le prochain vote aurait lieu dans une semaine. La cible était le professeur de lycée masqué, un tueur en série qui avait échappé à la justice. Parce qu'il est le fils d'un membre du Congrès. Immédiatement, Jui est allée voir Min-So. Elle lui a donné un appareil de communication d'urgence. Elle savait que Min-So était la prochaine cible de Guido. Il pourrait être attaqué à tout moment, et la police serait probablement incapable de l'anticiper. Pendant ce temps, Mu-chan a examiné le profil de Madame Ijin. Notamment, elle avait adopté le Jae-hoon il y a des années. Par coïncidence, M-Seok-ju avait également voulu adopter Jae-hoon. L'étrange relation entre ces trois personnes rendit Mu-chan méfiant. Le parapluie rose qu'il a vu chez Madame Ijin était le même que celui du jeune Jae-hoon. Laissé pour compte quand il a vu M-Seok-ju assassiner Wotik. En mettant tout cela ensemble, il était certain que Jae-hoon était la personne mystérieuse que la police était à la recherche. La raison pour laquelle le vote sur la peine de mort a commencé à 22h, c'est parce que c'était à ce moment-là que Jae-hoon a terminé l'école. La personne qui a failli devenir le fils adoptif de M-Seok-ju était celle qui l'aidait. Ju y était étonné d'entendre ce que Mu-chan avait découvert. La police a gardé une surveillance constante sur le minute. Entre-temps, quelqu'un lui a apporté ses médicaments pour le cœur. Après l'avoir pris, Min-So se sentait mal à l'aise. Il remarqua le symbole du G au fond de la tasse. Avant qu'il ne puisse réagir, Min-So s'effondra sur le sol.
Il a été immédiatement transporté d'urgence dans un hôpital voisin. Peu de temps après, quelqu'un déguisé en médecin entra. Ils ont rapidement neutralisé l'officier qui gardait le main sous et lui ont injecté une drogue, causant lui de perdre connaissance instantanément. Peu de temps après, Jae-young est arrivé à l'hôpital et a trouvé l'officier inconscient sur le sol. Et minute, c'est parti. Elle a complètement perdu son sang-froid. Min-so a été emmené dans une pièce sombre. Devant lui se tenaient Seok-ju et une silhouette masquée. Seok-ju a informé Minute afin qu'il soit le sujet du vote actuel sur la peine de mort. Son cœur avait été injecté de la nicotine. Seok-ju détruirait son cœur instantanément si le vote passait. Cependant, il a offert à Em-so une chance de vivre s'il se repentait et avouait ses crimes. Le public, espérant que cela pourrait influencer le vote. Mais Min-so n'a montré aucun remords pour ses actes. Seok-ju a exigé de savoir pourquoi il avait fait du mal à Nare. Min-so a prétendu qu'il avait tout fait pour attirer l'attention de Seok-ju. Il l'avait admiré et respecté, mais Seok-ju ne l'avait jamais remarqué. Seok-ju était furieux. Min-so avait ôté la vie à sa fille pour une raison si insignifiante. Peu de temps après, la diffusion de la peine de mort a repris. L'identité de Min-so et ses crimes passés ont été révélés au public. Comme d'habitude, le vote se terminerait dans 1 heure. Le temps a passé et les votes en faveur ont rapidement grimpé. À chaque augmentation d'un point de pourcentage, la fréquence cardiaque de Minute-so s'accélérait. Il n'a montré ni repentance ni peur, mais plutôt de l'amusement et de la défiance. En entendant ces paroles, personne ne pouvait s'opposer à son exécution. Lorsque les votes ont atteint 50, il a commencé à se tordre de douleur. La police, qui regardait à travers des caméras, avait localisé le bâtiment où Em-so était détenu. Seok-ju s'en est rendu compte. Il n'a pas fui mais a attendu la fin du vote. 1 heure s'est écoulée et les votes en faveur ont atteint 87, scellant le sort de Min-so. Il était en route pour rencontrer ses ancêtres. Juste à ce moment-là, la police a pris d'assaut le bâtiment. En les voyant, Seok-ju s'apprêta à étrangler Em-so, avec l'intention de hâter sa mort. Mais Mu-chan est arrivé juste à temps pour l'arrêter. Il a immédiatement commencé la RCR pour sauver la vie de Em-so. Seok-ju supplia Mu-chan d'arrêter, mais ne put l'en empêcher. Quelques instants plus tard, Seok-ju et ses complices ont été arrêtés. Seul Jae-hoon a réussi à s'échapper. Alors qu'il transportait Em-so, l'agent Choi a reçu un appel de Jae-young. Elle a demandé dans quel véhicule se trouvait son fils. Bien que Min-so ait été dans la voiture de tête, Choi a menti, disant qu'il était dans la voiture suivante avec lui. En un instant, les hommes de Jae-young ont conduit un camion directement dans la voiture de tête. Elle ne s'est pas rendue compte que l'agent Choi conduisait cette voiture, avec son propre fils à l'intérieur. La voiture a été projetée sur le côté de la route, son réservoir d'essence fuyant. La voiture de Mu-chan a fait plusieurs tonneaux avant de s'écraser sur le trottoir opposé. Mu-chan a couru pour sortir tout le monde avant que la voiture n'explose. Lorsqu'il a sorti Em-choi, les flammes ont commencé à s'enflammer. Seok-ju est allé voir Minute-so. Il était toujours en vie. Là, il a décrit comment il a assassiné Nare. Il l'avait étranglé avec un élastique, puis l'avait poignardé 13 fois. En entendant ces mots obsédants, Seok-ju entra dans une colère noire. Il s'approcha lentement de Min-so, avec l'intention de l'attaquer, mais Mu-chan intervint. Il a exhorté Seok-ju à arrêter, la scène reflétant sa tentative de l'empêcher de tuer Woo Teuk il y a des années. Juste à ce moment-là, le complice de Min-so a poignardé Mu-chan par derrière. Seok-ju s'est jeté sur Em-so, le poignardant avec un éclat de verre. Même après avoir reçu le coup fatal, Min-so arborait son sourire familier. La voiture a lentement pris feu et a explosé devant Seok-ju. Immédiatement après, lui et son complice ont fui les lieux. Mu-chan a tiré avec son arme pour les arrêter, mais en vain. Madame Ji-young, en recevant la nouvelle, est arrivée sur les lieux. Elle ne pouvait pas croire que Min-so était mort de cette façon. Ironiquement, elle avait orchestré par inadvertance la mort de son propre fils. Em-choi a survécu, mais est demeuré dans un état critique. La police a appréhendé le conducteur du camion. Il a prétendu qu'il s'était endormi au volant, mais Mu-chan soupçonnait quelqu'un de l'avoir embauché. Il ne pouvait pas comprendre comment quelqu'un savait que Min-so était vivant et qu'il passerait par là. Emplacement. Ju-yin et Mu-chan ont passé en revue l'appel de Em-choi de la nuit précédente. Dans la voiture, il avait parlé avec Madame Ji-young. Ils étaient certains qu'elle était à l'origine de l'accident,
car elle avait posé des questions sur la position assise de Temso. Malheureusement, M. Choi avait menti à ce sujet. Mu-chan s'est immédiatement rendu chez Madame Ji-young. Il lui a dit qu'il savait tout, qu'elle était derrière l'accident. Mais sans preuve suffisante, il n'a pas pu l'arrêter. Il l'a également averti de ne plus jamais s'approcher de Tem Choi. Sinon, il ne la laisserait pas s'en tirer, même si cela lui coûtait la vie. Pendant ce temps, M. Seok-ju a rencontré Jae-hoon au bord de la mer. Là, il s'est excusé d'avoir entraîné Jae-hoon dans ce gâchis. Il voulait que Jae-hoon parte et aille dans un endroit où personne ne pourrait le trouver. Il se rendait et avouait tout. Il voulait que Jae-hoon oublie son père adoptif et se construise une nouvelle vie. Il négocierait avec Mu-chan pour blanchir le nom de Jae-hoon et retirer le mandat d'arrêt. Son arrestation. Avant de partir, Jae-hoon se retourna et s'excusa auprès de M. Seok-ju. Il n'avait pas pu venir chercher Nare ce jour-là parce qu'il était en retard. M. Seok-ju a embrassé son fils. Il n'avait jamais blâmé Jae-hoon pour cela. Pour lui, Jae-hoon n'était pas différent de son propre enfant biologique. Par la suite, M. Seok-ju a initié un autre vote sur la peine de mort. Cette fois, le sujet du vote était lui-même, pour meurtre. Jae-hoon, en recevant la nouvelle, appelait Chou Minute pour arrêter son père, mais il n'a pas pu. C'était ce que M. Seok-ju voulait. Son abnégation devait empêcher de nouvelles effusions de sang pour ceux qui restaient. Il savait que Madame Ji-young ne laisserait pas passer cela. La police a également localisé l'endroit où M. Seok-ju filmait. Mu-chan soupçonnait qu'il pouvait y avoir une bombe à l'intérieur, alors il n'a pas osé entrer directement. Pendant ce temps, Jae-hoon est passé en direct à l'antenne et a avoué à tout le monde qu'il était Guido, celui qui avait été à l'origine des votes sur la peine de mort. Jae-hoon a exhorté tout le monde à s'opposer au vote sur la peine de mort, alors que le professeur Seok-ju, il ne méritait pas de mourir. Pour gagner la confiance de tous, Jae-hoon a révélé son visage et a raconté toute son histoire. De l'hésitation initiale de Seok-ju à l'adopter au meurtre de sa sœur, la NASA. Il a tout expliqué tout en fuyant la police. Sa famille avait été ruinée par les bâtards Minute So et Wotik, qui utilisaient l'argent et les relations pour tout couvrir. La députée Ji-young était la raison pour laquelle Seok-ju avait fait tout cela. Un homme qui a vécu si droit et si strictement ne devrait pas être condamné. Heureusement, le vote qui a suivi a été annulé. Avant que Jae-hoon ne puisse célébrer, il a été capturé par les hommes de Jae-young. Ils l'ont traîné avec Ju-min jusqu'à un bâtiment abandonné et les ont battus. Heureusement, Ju-yin est arrivé juste à temps, mais avant qu'elle ne puisse intervenir, Jae-hoon était frappé à la tête. Il s'est effondré, laissant tout le monde horrifié. Avec ses forces restantes, Jae-hoon a donné à Ju-yin une clé USB avant de perdre connaissance et de décéder. Pendant ce temps, Seok-ju se préparait à mettre fin à ses jours. Il ne se souciait plus des votes, sachant qu'il devait payer pour ses actions illégales. Mu-chan, voyant cela de l'extérieur, s'est précipité et l'a sauvé. Heureusement, grâce aux premiers soins rapides de Mu-chan, Seok-ju a survécu. Peu de temps après, il reçut la nouvelle de la mort de Jae-hoon. Il apprit également que son complice, Ju-min, s'était échappé et était toujours en liberté. Seok-ju-yin, également présent, a confronté Seok-ju, le blâmant pour la mort de Jae-hoon. Malgré le danger, Jae-hoon avait révélé son identité pour essayer de le sauver. En entendant cela, Seok-ju était dévasté. Son monde s'est effondré. Il n'arrivait pas à y croire. La seule personne qui lui restait dans sa vie était maintenant partie. Sur le chemin du retour au poste de police, Seok-ju a demandé à s'arrêter sur la plage. Il contenait de précieux souvenirs de lui et de sa fille, Nare. Mu-chan ne pouvait pas refuser sa dernière demande. Seok-ju avait accepté la mort de Nare, mais pas celle de Jae-hoon. Il s'en voulait entièrement. Mu-chan a également admis sa propre part de responsabilité. Il aurait dû l'arrêter si tôt. S'il l'avait fait, tout se serait terminé différemment. Juste à ce moment-là, le complice de Seok-ju, Ju-min, est arrivé avec Ju-yin en otage. Il a exigé que Mu-chan libère Seok-ju, mais Seok-ju savait qu'il n'était pas là pour un sauvetage. Il voulait l'application de vote pour la peine de mort Seok-ju possédée. Seok-ju a sorti la clé USB, promettant de la remettre si Ju-minute laissait partir Ju-yin. Saisissant une opportunité, Ju-yin fit tomber l'arme de la main de Ju-min. Il s'est précipité sur Seok-ju pour attraper l'application, mais Mu-chan lui a tiré dessus. Le coup de feu a envoyé par inadvertance les deux hommes tombés dans la mer. Mu-chan a immédiatement sauté après eux, mais n'a pas pu les trouver. Malgré une recherche ultérieure,
La police n'a pas pu récupérer leur corps, laissant Seok-ju. Destin and Kanu. Après des jours de recherches infructueuses, la police a classé l'affaire, déclarant que Seok-ju est son complice mort. Le médecin complice a été arrêté et la police a conclu que Jae-hoon avait été assassiné par les hommes de Seok-ju. Ils n'ont pas pris la peine d'enquêter davantage, même si le véritable tueur était Jae-in. Cette nuit-là, Mu-chan a tout revu. Il remarqua quelque chose d'inhabituel dans la pièce où Min-so a assassiné Na-eure. Le pilier de la vidéo ainsi enregistrée était plus petit que le pilier actuel. Immédiatement, il ordonna la démolition du sol de la pièce. En entendant cela, Jae-in est arrivé pour l'arrêter. Mais comment le pourrait-elle? Mu-chan brisa le pilier central, révélant un autre pilier à l'intérieur. Il était couvert de sang, probablement celui de Na-eure. Pour dissimuler cela, Jae-in a fait construire un autre pilier autour de l'original. Mu-chan avait maintenant suffisamment de preuves pour l'accuser de destruction de preuves et d'avoir aidé complicité dans le meurtre de son fils. Entre-temps, le capitaine Choi avait repris conscience et témoignerait contre elle pour corruption. Jae-in, sans voix, a été emmené au poste de police. Une fois tout terminé, Ju-in a jeté l'application de vote pour la peine de mort Jae-hoon. Lui avait donné. Elle n'en avait plus besoin, et personne ne pouvait continuer sur le chemin que Seok-ju avait forgé. Une année a passé, et Seo-jin se souvenait constamment de Jae-hoon. Le jour de son anniversaire, elle lui a envoyé un message spécial. Ju-minute lui a parlé de sa vie actuelle et de ses projets futurs. Bien qu'elle sache qu'il ne pouvait pas répondre, elle voulait le garder vivant dans son cœur. Grâce à sa richesse et à ses relations, Jae-in a ensuite été libéré. À partir de ce jour, elle se consacre à des œuvres caritatives. Cela ressemblait à une tentative d'expiation, mais ce n'était qu'une couverture pour ses projets futurs. Jae-in monta dans une voiture. À l'intérieur se trouvait un hacker qu'elle avait récemment recruté. Elle tenait l'application de vote pour la peine de mort dans sa main. Il semblait qu'elle continuerait à créer son propre monde. Ce jour-là, une personne mystérieuse a envoyé un colis à Mu-chan. À l'intérieur se trouvait une clé USB avec le logo Jido. Il fut surpris de le recevoir. À ce moment-là, il a rencontré Ju-in après un long moment. Il lui demanda si elle était au courant de la pétition de Seok-ju pour Jae-hoon, qu'il n'avait pas trouvée. Ju-in n'était pas au courant, l'entendant pour la première fois. Elle se demanda à voix haute si Seok-ju était vraiment mort. Mu-chan, qui venait de recevoir la clé USB, partageait la même incertitude. Comme Mu-chan, Ju-in avait des secrets qu'elle gardait cachés. Elle avait reçu une lettre de Seok-ju avant son suicide. À l'intérieur, il en assuma l'entière responsabilité, affirmant que Jae-in était innocent. Il a admis que ses actions n'étaient pas conventionnelles, mais qu'il recommencerait. Ce n'était pas une vengeance personnelle, mais un désir de punir ceux que la police ne pouvait pas toucher. Sa mort n'allait pas l'arrêter. Quelqu'un d'autre se lèverait pour punir le mal qui subsiste dans le monde. C'est ainsi que se termine le film Le vote de la peine de mort. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.